Nous sommes le 7 avril 2014, il est 20h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, le sommaire. Dans l'actualité, ce 7 avril, la loi portant modification du code électoral votée à l'unanimité par les députés après une séance marathon. Le compte rendu dans un court instant. Le parti Réumi serait-il en proie à l'éclatement? Lena Sen, ancienne directrice de campagne du maire de Thiès, vient de claquer la porte. Une information de nos confrères du quotidien qui, si elle s'avère vraie, n'augure rien de bon pour le parti selon de nombreux analystes politiques, des analystes que vous entendrez dans ce journal. Préparation du 15e sommet de la francophonie, le comité de pilotage a présenté ce lundi ses travaux avec un budget estimé à 10 milliards de francs CFA. Les détails tout à l'heure. Enfin, le focus du jour nous intéresse à une pratique ignoble, le sacrifice humain, avec de plus en plus d'enfants qui en sont victimes. Dans cette édition, les causes de ces actes de barbarie perpétrés également sur des personnes souffrant de troubles mentaux. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Ravie de te retrouver à la présentation de cette édition. Également. C'est parti. Le parti Réumi d'Idrissa Seck serait-il en proie à la dislocation? Selon le journal Le Quotidien, l'ancienne directrice de campagne du maire de Thiès vient de quitter le navire. Une démission qui vient s'ajouter à celle d'autres cadres du parti, comme les ministres Pape Diouf, Oumar Gueye, Wali Fall, mais aussi Youssou Diagne ou encore Maître Nafissatou Diop. Au niveau du directoire de Réumi, on semble minimiser la saignée, mais de l'avis des analystes politiques, il est temps pour Idrissa Seck de revoir sa gestion. Cherif Dia et Paprel Ndiaye. La démission se poursuit à Réumi, la dernière en date, celle de Lena Sen, relayée par le journal Le Quotidien, une saignée qui s'explique par les erreurs du leader de ce parti, Idrissa Seck, selon cet analyste. Idrissa Seck a habitué les Sénégalais à disparaître. C'est là qu'on peut appeler les grands militants, les grands électeurs, qui donc, s'ils ne vous sentent plus, se détachent complètement. Idrissa Seck pensait qu'il serait le 4e président de la République du Sénégal. Les Sénégalais ont dit non, parce que c'est choix. Le chargé de communication de Réumi minimise cette saignée. C'est vrai qu'à Réumi, les départs sont médiatisés, mais il y a également des arrivées. Nous avons véritablement à Réumi misé sur l'éthique, sur les valeurs. Idrissa Seck lâchait par de hauts cadres du parti un coup dur pour le maire de Thiès, absent du pays depuis longtemps. Peut-être que la démarche d'Idrissa Seck, il veut la fonder sur cet aspect-là, surprendre. Quelquefois, je le verrai bien dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous faire quelques sorties bien senties pour se positionner par rapport aux élections locales. Mais l'enjeu se situera où? Avec qui? Il n'en est rien du tout. Je pense que vous l'avez tous constaté, Idrissa Seck n'est pas là depuis pas mal de temps. Pourtant, le parti fonctionne à travers des cadres. Depuis que Réumi a quitté la coalition Benno Bokk Yakaar, Pape Diouf, Oumar Gueye, Maître Nafissatou Diop, Youssou Diagne, Wali Fall, entre autres, ont mis fin à leur compagnonnage avec Idrissa Seck. Nous sommes à 7 mois du 15e sommet de la francophonie qui doit se tenir à Dakar et les préparatifs vont bon train. Oui Léa, après plusieurs réunions, le comité de pilotage a finalement présenté ses travaux. Le budget est estimé à 10 milliards de nos francs. Salimata Aoussek et Mohamed Dian. Pour ce 15e sommet de la francophonie, l'État du Sénégal compte débloquer un budget avoisinant les 10 milliards de francs CFA pour une réussite totale. Le budget, nous avons adopté vraiment une approche très transparente où on est parti d'une demande faite aux différentes commissions d'élaborer leur budget de manière très technique, de manière très autonome. Et c'est comme ça qu'on fait partout dans le monde. Et les gens ont fait des budgets, mais quand on totalisait le budget, ça dépassait les 16 milliards et tout ça. C'était énorme. L'État a retenu de rationaliser le budget. Et on a rationalisé le budget, c'est autour de 10 milliards maintenant. Mais ce n'est pas mauvais, ça c'est ce que le Sénégal met. Ce n'est pas la seule chose qui ira dans l'organisation du sommet.
Venu présider la rencontre, le conseiller spécial du secrétaire général de la francophonie affiche son optimisme. Sur le plan thématique, nous sommes sur un thème tout à fait nouveau et novateur. Les femmes et les jeunes en francophonie, acteurs de paix, vecteurs de développement. C'est vraiment nouveau. Hein? En matière de jeunesse, c'est vrai qu'on a eu des sommets précédents avec jeunesse, mais sans trop approfondir. Mais cette fois-ci, c'est une véritable volonté. Et j'avoue que ce thème qui a été proposé par le Sénégal a fait l'objet, mais alors, d'un consentement unilatéral de l'ensemble des États qui sont félicités de la pertinence du thème qui a été proposé. Prévu les 29 et 30 novembre 2014 à Dakar, le comité de pilotage en est à sa 3e réunion. Tout cela pour répartir les tâches et définir les rôles avant le jour J. Parlons à présent de la Journée mondiale de la santé célébrée ce lundi 7 avril. Thème retenu vecteurs et maladies à transmission vectorielle. Comprenez par là des maladies provoquées par des parasites et que l'on retrouve principalement dans des zones tropicales et des zones proches de l'eau. Le paludisme est la maladie qui fait le plus de victimes avec 660 000 décès en Afrique en 2010 pour la plupart des enfants. Destination la Casamance où nous nous intéressons à la visite du Khalif général de la famille omarienne dans le sud du pays. À Diambérin, pour 48 heures, Cheikh Mohamed Al-Bachir Tall a formulé des prières pour le retour définitif de la paix en Casamance et la prospérité du tourisme dans la région verte. Boubacar Diassi. Le Khalif général de la famille omarienne en personne dans les confins de la Casamance, ici dans la communauté rurale de Diambérin. C'est du jamais vu depuis El Hadj Omar Foutiyou Tall en 1845. Ce saint homme a pris sur lui-même de faire le déplacement dans ces parties reculées du Sénégal et mettre les pieds sur les sites fréquentés par son arrière-grand-parent El Hadj Omar Foutiyou Tall. Il s'agit ici, entre autres, d'un sanctuaire et d'un puits. Par la grâce du propriétaire de ce puits, celui qui fait une invocation bienséante, cette invocation sera exaucée grâce à Dieu. Cheikh Mohamed El-Bachir Tall restera plus de 48 heures dans ces profondeurs de la Casamance, aux côtés des populations venues de partout, mais surtout en compagnie des rois de la localité et des autorités de la communauté rurale. Nous sollicitons vos prières pour que découle de cette visite que vous avez faite ici une paix définitive en Casamance. Cette requête n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, car Cheikh Mohamed Al-Bachir Tall a prié pour le retour définitif de la paix en Casamance, mais aussi pour la prospérité du tourisme dans cette partie du pays. Et nous vous l'annoncions en titre, la loi portant sur la modification du code électoral votée à l'unanimité par les députés avec 70 pour, 3 contre et 13 abstentions. Le débat a été long, parfois contradictoire, surtout au sein des députés Benno Bokk Yakaar, mais au finish, la loi a été adoptée, Daouda Sow. Il a fallu aux députés plus de 6 heures de débat pour adopter à la majorité la loi relative à la modification du code électoral, partie législative. Un code qui abroge et remplace la loi 2012-01 avec des dispositions nouvelles ou modifiées. On ne parlera plus ni de communes d'arrondissement, ni de communauté rurale. Donc c'est un acte révolutionnaire à ces deux titres. Et aussi également l'institution maintenant d'une nouvelle sphère administrative qui est les conseils départementaux et la prise en compte quand même d'aspirations plus profondes concernant en tout cas la gestion des villes. À la plénière, l'adoption de cette loi a suscité beaucoup de contradictions, surtout au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est le cas du mode de scrutin pour l'élection des conseillers de ville. Sur ce, le ministre de l'Intérieur tient à apporter des précisions. Je rappelle encore une fois de plus que le président ne désigne personne. Il n'y a aucun décret qui désigne personne. Ce qui se passera, c'est que les gens seront élus sur la base des listes majoritaires et proportionnelles, donc des collectifs, des communes. Et c'est à partir de ces communes qu'il y aura justement les conseillers qui vont siéger au niveau de la ville. L'opposition, pour sa part, s'est dit prête à aller au local. Ses membres ont opté pour l'abstention lors du vote. Même cette loi votée ne rentre pas encore en vigueur. Parce qu'il faudrait que la loi soit promulguée. Nous avons préféré nous abstenir
pour pouvoir donc garder notre distance par rapport à cette bataille aussi entre les partis membres de Benno Bokk Yakaar. La modification du code électoral a été votée par 70 députés pour, 3 contre et 13 abstentions. Cette réforme entre en droite ligne avec les contours de l'acte 3 de la décentralisation. À présent, allons à la découverte de cité Raibi ou cité Darussalam. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas cette zone, c'est un quartier flottant à proximité de Hann 3. Tout à fait, Sarah. Sur place, insécurité et insalubrité hantent le sommeil des populations. Maïmouna Diallo et Mohamed Dian. Tout a l'air calme, très calme. Pourtant, nous sommes dans une localité réputée dangereuse, cité Raibi ou Darussalam. Vol, agression, c'est désormais dans le quotidien des populations. Ici, personne n'ose sortir la nuit. On note chaque jour des cas d'agression. Autre préoccupation, ces ordures qui inondent le quartier. Les véhicules de ramassage d'ordures passent rarement ici. Dans cette situation, nous n'avons pas le choix. La voie ferrée devient notre dépotoir d'ordures. Il faut que des journées de Set-Setal soient initiées. Nous voulons également des moustiquaires. Même pour regarder la télévision, il faut débourser 100 francs. Nous payons 100 francs pour regarder un film ou un match de football. Cité Raibi pour d'aucuns, Darussalam pour les populations, plusieurs appellations, plusieurs âmes, une borne fontaine pour alimenter tout le quartier. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye. Nous parlons à présent de cet incendie survenu dans la forêt du ranch de Doli. C'est un camion contenant du charbon de bois qui a pris feu. Le chauffeur a pris la fuite, mais la gendarmerie a ouvert une enquête. Pour l'agent des eaux et forêts, il faut absolument interdire de passage les véhicules transportant des combustibles dans le périmètre du ranch. Nous écoutons l'adjudant-chef Dabo Kobar. Il est au micro de Modumbaï. Le charbon qui était sous le chargement en quelque sorte a pris feu, ce qui a occasionné le cas que vous voyez ici. Les véhicules de charbon qui nous viennent du Saloum, par exemple un cas est là, très concret, très récent. Les véhicules qui nous viennent de Saloum avec du charbon non encore bien étayé, quand le charbon prend feu et ces gens-là ils ne font que jeter les sacs et le feu se propage dans la brousse. En général, ce sont ces cas de feu de brousse. C'est ce qui occasionne en général les cas de feu de brousse dans la zone de Doli. Si le feu se propageait au niveau dans la brousse, ça serait vraiment une catastrophe parce qu'on ne dispose pas d'unité sur place pour pouvoir intervenir. Et l'une des conséquences de la fermeture des frontières sénégalo-guinéennes, la rupture des fruits de marchandises par les marchands de fruits. Avocats, ananas entre autres sont introuvables sur le marché local. Sur place, les vendeurs s'impatientent et demandent la réouverture prochaine des frontières. Bintoulou Ndiaye, Papraline Ndiaye. Des frontières avec la Guinée, maladie Ebola oblige. Une décision qui n'a pas fait que des heureux. Les vendeurs de fruits en ressentent farouchement les conséquences. Actuellement, on ne trouve pas la marchandise. Je pars tous les jours au marché, mais je reviens bredouille. La fermeture des frontières ne nous arrange pas. Si ça dépendait que de nous, on allait la rouvrir très vite. Certains fruits sont introuvables sur le marché. On n'a pas des locaux, des avocats. J'étais parti au marché il y a quelques jours de cela pour en chercher, mais c'était introuvable. On achetait en Guinée tout ce qui est avocat, ananas, à locaux. On préférait en trouver et augmenter les prix que de rentrer bredouille. Des chiffres d'affaires revus à la baisse, des produits en rupture. Les vendeurs ne souhaitent qu'une chose, la réouverture des frontières. Le focus du jour à présent, il nous intéresse à une pratique ignoble qui gagne du terrain, le sacrifice humain avec les enfants. Une cible privilégiée de ceux qui s'adonnent justement à ce sacrifice humain. Une fois ces innocents tués, leurs bourreaux emportent avec eux tête, pieds, bras
ou même sexe des fois, Léa. Une situation insupportable pour parents et maîtres coraniques qui vivent dans la peur et l'inquiétude. Bintou Loumdiaye et Mohamed Dian. Nombreux sont les enfants qui sont sacrifiés par des chasseurs d'hommes. Parents et maîtres coraniques vivent dans la peur et l'inquiétude. J'ai 4 enfants qui étudient et je suis tout le temps stressée. Tant qu'ils ne reviennent pas à la maison, je ne peux rien faire. Il faut que ces agressions cessent. Les maîtres coraniques, eux, redoublent de vigilance et de moyens pour mettre les enfants à l'abri. Quand les gosses viennent le matin, on est en train d'étudier jusqu'à 1 heure. Je les fais descendre, rentrer dans leur caserne, aller manger, revenir. On est là jusqu'à 6 heures. S'ils n'iront nulle part, ils n'iront nulle part. Ils sont toujours avec moi, surveillés aussi. Ça nous a mis ça depuis 47 ans que je suis là. On m'a jamais déclaré un gosse qui est perdu ou qui est parti d'autre part. D'aucuns rejettent la faute sur les parents. Leur manière d'éduquer est remise en cause. Pour moi, la responsabilité incombe aux parents. Les agresseurs aussi ont leur part de responsabilité, car si c'était leurs propres enfants, ils ne les tueraient jamais. Les parents doivent surveiller de très près leur progéniture, car la place d'un enfant n'est pas dans la rue. D'accord, moi aussi. Des enfants tués, leurs membres sacrifiés, les parents sont invités à la méfiance. Et autres victimes de ces actes de barbarie, les personnes souffrant de troubles mentaux. La quête effrénée de pouvoir et de richesse en serait la principale cause, la cause de ces actes inhumains dénoncés par islamologues et tradis praticiens. Fatima Taba, Modou Diop. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler de meurtres sauvages, les victimes des malades mentaux ou des enfants innocents, des pratiques qui inquiètent. Ces pratiques s'expliquent par des phénomènes mystiques. C'est des gens qui ont tendance à se rapprocher des gens qui font de la mystique et qui leur demandent parfois des organes d'humains. Ils oublient la charia, la religion, les recommandations divines, que personne n'a le droit d'ôter la vie d'autrui. L'enfant est innocent, de même que le malade mental. C'est pourquoi ce sont eux les victimes. Les féticheurs ont besoin de leur sang. La fortune, le pouvoir, entre autres, expliqueraient ces actes. Les personnes qui font recours à ces pratiques ne le font que pour avoir de la fortune ou un poste de responsabilité. Les célébrités aussi fréquentent les féticheurs. Ces pratiques ne font pas partie de la culture sénégalaise selon ces observateurs. Vous savez, ces histoires de fétiches ne font pas partie de notre culture. Cela nous vient de la sous-région et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas bon pour un pays. L'État est responsable de la sécurité des populations et de leurs biens. Les populations aussi doivent assister les gens qui sont en mauvaise posture, en mauvaise position. C'est pourquoi je demande à ce qu'on réhabilite la peine de mort pour éviter les crimes. La dernière affaire relatée dans la presse, c'est celle d'un enfant de 3 ans trouvé mort avec 2 de ses membres coupés, ce qui pousse ces observateurs à tirer la sonnette d'alarme. La profanation des tombes, un autre aspect de ce focus consacré au sacrifice humain. La démence de ceux qui s'adonnent à cette pratique les pousse parfois à troubler la quiétude des morts en tentant d'enterrer des gris-gris au niveau des tombeaux. Ce sont les gardiens des cimetières qui l'ont confié à nos reporters. Pour les préposés à la sécurité, il n'est pas rare de coincer les malfaiteurs. Une fois pris, ils sont conduits à la police ou à la gendarmerie. Daoudasso et Modou Diop. Des tombes pour des sacrifices personnels, une pratique de plus en plus courante pour les gestionnaires de cimetières. Les anecdotes ne manquent pas. On a eu à rencontrer ce genre de problème. Une dame qui était passée, et bon, heureusement pour nous, parce qu'elle n'a pas pu accomplir son forfait, une tombe pour mettre des gris-gris. C'est des choses qui sont interdites. C'est des choses que nous ne pouvons pas accepter au sein des cimetières-là. Au cimetière catholique Saint-Lazare, de tels actes ne sont pas constatés. La plupart des cas sont surtout des vols.
On n'a jamais connu ça ici. Vous savez, chez les chrétiens, on enterre le défunt dans son cercueil. Après, on le recouvre avant de construire le tombeau. C'est pourquoi ce genre de pratique, on ne le voit pas ici. Chez les parents de défunts, c'est l'indignation. Mais les responsables de ces lieux rassurent. Des mesures de sécurité sont prises et les fauteurs sanctionnés. Ceux qui viennent dans les cimetières pour y enterrer des gris-gris ou y faire des sacrifices ne croient vraiment pas en Dieu. Ils doivent se souvenir d'une chose, ce sera ici leur dernière demeure. Ces lieux sacrés doivent être entretenus par des gens, comme par exemple les gardiens, pour éviter tout ça là. Quand nous interpellons une personne sur ce genre de qui, nous saisissons la gendarmerie ou la police et nous essayons de faire mieux que le maximum pour justement nous organiser en brigade pour pouvoir assurer la sécurité. La quiétude des cimetières est souvent perturbée par des personnes mal intentionnées. Les responsables sont invités à respecter la sacralité de ces lieux. La page des sports avec du foot chez nous. Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, c'est demain, mardi à Alassane Djigo. Guédiawaye Football Club reçoit Touré Kunda, actuellement 4e de la Ligue 1. Pour l'entraîneur de GFC, pensionnaire de la Ligue 2, ses protégés vont jouer leur chance, même si cette coupe ne fait pas partie de leurs objectifs. Moustapha Sek est au micro de Cher Sadibou Diarra et Modou Diop. On va jouer contre une grande équipe de Touré Kunda, une équipe qui sait jouer les coupes et qui est en train de faire un bon championnat. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, le charme dans la compétition de coupe, c'est toujours les équipes de division inférieure qui éliminent les équipes de division supérieure. Il est vrai, je le répète encore, notre objectif, c'est loin d'être les coupes. On voudrait se concentrer le maximum possible sur le championnat. Il reste encore 5 journées. Mais malgré tout, on va essayer de jouer grandement nos chances pour cette compétition. On a un de nos attaquants qui est blessé au niveau du genou, mais qu'on est en train de récupérer petit à petit. Je pense que plus maintenant quelques bobos chez certains joueurs, mais ce n'est pas tellement méchant. Je pense que, comme on le dit, si nous parvenons à avoir notre groupe au complet, ce serait une très bonne chose. Les huitièmes de finale, c'est donc demain, mardi, 5 affiches, 5 rencontres à l'affiche. Ce sera au stade Demba Diop. À 16h, Renaissance fait face à Sunéor. À 18h, Gorée Djambar. Au stade Alassane Djigo de Pikine, à 16h, Guédiawaye Football Club fera face à Touré Kunda. Au stade de Ngor, à 16h, Ngor fera face à Ndarguedj. Et puis à Dara, à 16h, Dara affrontera Saloum. Voilà ce qui met fin à la page des sports et aussi à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera le 0h avec Chertidiane Diao. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Et puis à 21h, vous aurez votre magazine hebdomadaire sportif Sport à la une avec à la présentation Mme Fatou Ndoye. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous. Agréable soirée sur notre antenne. À demain.